Gorbel Jacob-Ba. À la une de l'actualité, l'audition de Khalifa Sall devant les enquêteurs de la division des investigations criminelles a pris fin cet après-midi. Le maire de Dakar répondait sur sa gestion de la caisse d'avance de la ville. Cela fait suite à un rapport de l'inspection générale d'État. Amnesty International publie son rapport 2016 qui révèle un recul dans le respect des droits humains dans le monde. Le Sénégal ne fait pas exception. L'ONG pointe du doigt une restriction des libertés d'expression et de manifestation dans notre pays. La colère des agents en santé communautaire de Thiès, ils digèrent mal le fait que la région n'a pas été prise en compte dans le dernier recrutement de ce personnel par le ministère de la Santé. Ces agents ont tenu un sitting ce matin. À suivre dans la seconde partie de cette édition, la page des sports en focus sur l'éducation à Kolda et la revue de presse signée Arona Diouf. Radio Sénégal, l'info en toute responsabilité. Bienvenue à tous. Fin de l'audition de Khalifa Sall devant les enquêteurs de la brigade des affaires générales, démembrement de la DIC, la division des investigations criminelles. Le maire de Dakar répondait sur sa gestion de la caisse d'avance de la ville. Il aurait refusé de citer les bénéficiaires de ce fonds devant les enquêteurs. Khalifa Sall, à sa sortie de la direction des investigations criminelles, au micro de notre reporter Demba Diaw. Et je voudrais dire que cette pression qui est faite sur nous, tout ce qui est fait aujourd'hui, c'est nous amener à dire à qui ou qui ont été les bénéficiaires de ces fonds. Et je rappelle que de 1920, de Blaise Diagne à Khalifa Sall, aucun maire de Dakar, aucun n'a justifié et n'a donné le nom des bénéficiaires de ces fonds. Je répète et je défie quiconque, je ne serai pas moi, Khalifa Sall, le premier maire à déflorer le nom des institutions, des personnes morales, des personnes physiques qui ont bénéficié de ce crédit. Jamais je ne le ferai. Il n'y a aucun moyen à me pousser. On peut me mettre en prison, on peut m'amener où on veut. Je préfère aller en prison plutôt que ne pas être vertueux, plutôt que de ne pas être loyal. Personne ne m'obligera à communiquer les noms. Il pose des questions, on y répond quand on peut ou quand on veut, et quand on ne peut pas, il ne vous oblige pas. Et c'est fini ici? C'est fini, je ne saurais le dire, puisque la procédure ne vient que de commencer. Ils ont terminé une première phase de l'enquête, mais en tout état de cause, sachez que l'intimidation, le dénigrement ne passeront pas. Voilà, à l'instant, Khalifa Sall, juste après sa sortie de la direction des investigations criminelles, plus précisément la brigade des affaires générales. Le maire de Dakar répondait sur sa gestion de la caisse d'avance de la ville et cela fait suite à un rapport de l'IGE, l'inspection générale d'État. Amnesty International a publié son rapport 2016. Le document révèle un recul dans le respect des droits de l'homme à travers le monde. Le Sénégal ne fait pas exception. Amnesty pointe du doigt les restrictions des libertés d'expression et de manifestation dans notre pays. En 2016, Amnesty International peint pour le déplorer un tableau sombre de la situation des droits de l'homme dans le monde, une situation occasionnée par la recrudescence des actes terroristes. Au Sénégal, une régression de la liberté d'expression et de manifestation est notée par l'ONG humanitaire. Beaucoup de manifestations ont été interdites et réprimées, des journalistes et fonctionnaires persécutés. L'ONG demande donc une abrogation de l'arrêté Ousmane Ngom. Seydi Gassama, directeur de Amnesty Sénégal. La première recommandation que nous faisons, évidemment, c'est de respecter la liberté d'expression et de manifester, en disant au préfet de façon très claire que c'est une liberté fondamentale proclamée par la Constitution et qu'ils ne peuvent pas, de façon totalement injustifiée, en priver les citoyens. Et nous avons demandé également que l'État abroge l'arrêté Ousmane Ngom, qui est un arrêt décrié par tout le monde et qu'il continue à maintenir de façon tout à fait inacceptable. Autre constat, les bavures policières qui restent pour l'essentiel impunies. Selon l'ONG, 6 personnes sont mortes en détention en 2016. En ce qui concerne l'impunité, après de longues procédures judiciaires, des avancées ont été réalisées dans 4 affaires relatives à des homicides illégaux commis par les forces de sécurité. Néanmoins, aucun responsable hiérarchique n'a eu à rendre des comptes pour n'avoir pas empêché des recours excessifs à la force.
La situation carcérale est également déplorée par le rapport. Dans beaucoup de prisons au Sénégal, les détenus passent toute la nuit sans accès aux toilettes. Très peu de prisons au Sénégal ont des toilettes dans les cellules. Donc entre 19h et 7h le lendemain ou 8h le lendemain, les détenus n'ont pas accès aux toilettes. Ils doivent faire leurs besoins dans des seaux et au milieu des co-détenus. Ce sont des conditions inhumaines. Amnesty International approuve la lutte contre le terrorisme, mais demande en même temps aux forces de l'ordre de respecter les droits des présumés. Le rapport 2016 salue toutefois le retrait des enfants de la rue et l'adoption du nouveau code minier. Tida Sané, le gouvernement a réagi à la suite de ce rapport d'Amnesty pointant des violations des droits des citoyens, notamment par des interdictions de marche. Le rapport dénonce aussi la mort de personnes arrêtées dans des commissariats de police. Le directeur des droits humains au ministère de la Justice salue la contribution de toutes les ONG de défense des droits de l'homme, mais rappelle que depuis 2012, tous les cas de torture dans les commissariats ont fait l'objet d'enquêtes. Mohamedou Sey, joint au téléphone par Khali Amadou Narfal. Oui, je profite de votre temps d'antenne pour présenter au nom du ministre de la Justice, M. Sidiki Kaba, les condoléances aux défunts transitaires décédés dans les locaux du commissariat du port. L'autopsie aujourd'hui révèle que cette personne s'est donné lui-même la mort dans les locaux de ce commissariat. Effectivement, nous ne cautionnons pas cela et nous prendrons les mesures pour qu'on n'assiste plus à cela. Il appartient aux forces de l'ordre de veiller à la sécurité des personnes qui sont en garde à vue et nous n'avons pas cependant tous les éléments pour l'enquête est ouverte de toute façon, mais à l'heure où je vous parle, nous ne disposons pas encore d'assez d'éléments pour pouvoir nous prononcer davantage sur cette question. À l'instant, Mohamedou Sey, directeur des droits humains au ministère de la Justice. Amnesty International qui encourage également la reddition des comptes en Gambie, mais invite les nouvelles autorités de Banjul à préserver les droits des personnes qui seront poursuivies. L'ONG se félicite de l'issue pacifique de la crise post-électorale dans ce pays marqué par le départ du pouvoir de Yaya Jammeh. On écoute à ce sujet le directeur d'Amnesty Sénégal, Seydi Gassama, au micro de Tida Sané. Yaya Jammeh est parti sans qu'il n'y ait la guerre que tout le monde redoutait. Il faut se réjouir de ce dénouement pacifique, mais il faut également dire que la reddition des comptes est une obligation pour le nouveau pouvoir gambien. On ne peut pas passer par perte et profit les violations des droits humains qui ont eu lieu pendant ces 22 ans. Il y a des familles qui demandent justice. On doit les écouter. Et justice doit avoir lieu. Elle doit avoir lieu en Gambie, elle peut avoir lieu dans un pays tiers, elle peut avoir lieu au niveau international ou régional. Mais il faut que ces personnes obtiennent justice. Mais bien entendu, justice signifie sérénité. On ne peut pas faire la justice dans la précipitation. On ne peut pas procéder à des arrestations tous azimuts. Avant même d'avoir rassemblé des preuves, avant d'arrêter quelqu'un de le placer en détention, il faut rassembler des preuves. Donc, il ne faudrait surtout pas qu'en Gambie, que le nouveau pouvoir pense à une course de vitesse pour arrêter des personnes et les mettre en prison. Il faut rassembler des preuves avant d'arrêter des personnes et les inculper. C'est comme cela que la justice doit fonctionner, si elle veut, n'est-ce pas, se faire sans violer les droits humains des personnes qui sont mises en cause. Seydi Gassama, directeur d'Amnesty Sénégal, qui encourage la reddition des comptes en Gambie, mais dans le respect des droits des personnes qui seront poursuivies. La bonne info, c'est Radio Sénégal. 19h09, la colère des agents en santé communautaire de Thiès en cause. La région n'a pas bénéficié du dernier recrutement de ce personnel effectué par le ministère de la Santé. Ces agents qui ont organisé un sitting ce matin dénoncent une discrimination. Khadioum. Les agents de santé communautaire des structures sanitaires élèvent la voix à Thiès. C'est pour dénoncer la discrimination dont ils ont été victimes lors du dernier recrutement du ministère de la Santé. Au nombre de 150, ces blouses blanches ont même tenu un sitting à Thiès. Gain Sobelsen, porte-parole du collectif des agents communautaires de la capitale du Rail. Thiès, on a décidé de le laminer, l'écarter totalement. On nous évoque parfois qu'il y a un pléthorique de personnel. Mais au niveau des structures sanitaires, il y a un déficit. Ils ont recruté des agents qui travaillent dans ce secteur
à qui nous avons les mêmes statuts. Au niveau de Kaffrine, Kaolack, Louga, et on a décidé librement d'écarter la région de Thiès. Thiès n'a pas été lésé dans le cadre de ces recrutements, fit savoir le médecin-chef de la région médicale de Thiès. D'après Dr Malick Ndiaye, la capitale du rail n'est pas tout simplement concernée par le projet JICA déroulé par le ministère de la Santé, projet qui recrute du personnel sanitaire et le redéploie dans les zones défavorisées. Dr Malick Ndiaye, médecin-chef de la région médicale de Thiès. Les régions du centre, du nord, en matière de personnel, sont les régions les plus défavorisées. Le ministre de la Santé a décidé de pourvoir en personnel de santé ces zones très enclavées où le personnel de santé n'aime pas trop aller. C'est dans ce cadre que sur les 14 régions que compte le Sénégal, les 12 régions ont été choisies, sauf Dakar et Thiès, qu'il faut le reconnaître, en matière de ressources humaines, sont en avance sur les autres régions. Le syndicat autonome des travailleurs de la santé compte appuyer les agents communautaires dans cette lutte à travers un plan d'action que le SUTSAS va dérouler prochainement. Khadioum Thiès, Radio Sénégal. Direction Kaolack où la gendarmerie traque des auteurs d'une attaque à main armée dans le village de Keur Malick Diaw. Les malfaiteurs ont dépouillé une personne de la somme d'1 million de francs CFA et blessé 3 autres. Le récit de Daoulala Badiane. C'est dans la nuit du lundi au mardi vers 1h qu'un groupe d'individus non encore identifiés a fait irruption dans le village de Keur Malick Diaw Wolof, commune de Keur Baka. Les malfaiteurs bien armés se sont introduits dans la maison de Mamadou Diop qu'ils ont brutalisé. Ils ont emporté 1 million de francs CFA que Mamadou Diop avait entre ses mains au moment du forfait. Mamadou Diop et quelques-uns de ses voisins alertés ont tenté de s'opposer, mais c'était avec l'aide d'armes à feu que les malfaiteurs les ont tenus en respect. Mamadou Diop, Moussa Saro et la dame Ndeye Diallo sont grièvement blessés par les coups de feu tirés. Moussa Ndiaye, ancien maire de Keur Baka, lui-même victime de la dernière attaque à main armée, Andofane, sollicite le renforcement de la sécurité en milieu rural. Les gens sont fréquemment menacés. Il faut renforcer la sécurité pour que les forces de l'ordre soient donc à proximité des populations. Regardez dans toutes ces comtés d'Andofane, il n'y a que des brigades telles de Nioro et de Kaolack. À mon avis, ils sont très éloignés, donc il faudrait donc qu'il y ait des forces de dissuasion. Cette attaque énième du genre dans la zone a plongé les populations du Lagem dans l'inquiétude. La gendarmerie a ouvert une enquête. Daouda Médiane, Kaolack, Radio Sénégal. Le Conservatoire national des arts et métiers de Paris bientôt représenté à Dakar, et c'est pour mieux accompagner le développement de notre pays, une mission de la structure qui a élevé le président Macky Sall au rang de docteur honoris causa en décembre dernier, séjourne depuis hier au Sénégal. Les précisions de Demba Malik Mbodj. Chose promise, chose due. Le Conservatoire national des arts et métiers de Paris est à Dakar depuis hier. L'ancienne école de Macky Sall, qu'il a élevé au grade de docteur honoris causa en 2016, vient de concrétiser son engagement. Primo, le Sénam va ouvrir une représentation permanente au Sénégal. Le but, favoriser un rapide développement des actions dans le sens d'un partenariat gagnant-gagnant. Un partenariat qui porte sur la conception, l'élaboration et la diffusion de programmes de formation professionnelle supérieure et contenus certifiants et diplômants du CNAM dans notre pays. Il s'agit aussi de la professionnalisation des formations, en particulier les licences professionnelles, diplômes nationaux et européens LMD et les bachelors, ainsi que l'accompagnement dans la mise en place de dispositifs de reconnaissance, de validation des acquis et expériences. Mieux encore, le Conservatoire national des arts et métiers de Paris s'engage à appuyer l'enseignement à distance et les usages pédagogiques du numérique. En outre, l'ambassade de France au Sénégal va accompagner les pouvoirs publics et les entreprises au regard des enjeux de professionnalisation des compétences, autant d'engagements à mettre en œuvre suite à une mission de prospection de l'administrateur du CNAM prévue en mai 2017. À Dakar. Merci Demba Malik Mbodj. Le cardinal Théodore Adrien Sarr invite les partenaires au développement à ne pas dicter aux Africains leur modèle de développement. L'ancien archevêque de Dakar présidait ce matin l'ouverture du forum de Caritas Sénégal et ses partenaires, rencontre qui s'est tenue à Rufisque. Compte rendu Jean-Baptiste Boukabsali. Le rendez-vous de Caritas Sénégal à Rufisque n'est qu'une rencontre d'échange en vue de l'action de la vie de son secrétaire général, l'abbé Alphonse Seck. Depuis plusieurs années déjà, Caritas Sénégal travaille sur la base d'un plan stratégique. Nous sommes arrivés au terme du dernier plan stratégique
Et donc nous avons voulu nous inscrire dans une nouvelle période, n'est-ce pas, de notre action qui va nous conduire en 2021. Et un plan stratégique comme celui-ci mérite d'être réfléchi, que les orientations soient approfondies avec nos partenaires. Pour le cardinal Théodore Adrien Sarr, ses partenaires ne doivent pas réfléchir pour d'autres. Il s'agit de concevoir ensemble le développement. Il s'agit de déterminer ensemble les activités devant le produire. Il s'agit enfin de conduire ces activités ensemble, en insistant sur le mot ensemble. Je pense non seulement aux agents de développement sur le terrain et aux bailleurs de fonds qui les aident à agir, mais je pense beaucoup aux populations bénéficiaires. Elles doivent être partie prenante dans la conception et l'exécution du programme dont elles bénéficient, et cela d'après le bel enseignement du pape Paul VI. Et l'ancien archevêque de Dakar de s'adresser principalement à ses partenaires. Se mettre ensemble pour penser au développement. Parce que je trouve que nous autres en Afrique, nous devons nous atteler à penser nous-mêmes notre développement selon nos réalités, selon nos valeurs culturelles, selon notre foi religieuse. Alors, le rôle des partenaires est là pour nous aider. Et je remercie aussi les partenaires, j'attire leur attention. Vraiment, je trouve que on dicte trop souvent à l'Afrique ce qu'elle doit faire. Donc respectons l'Afrique, laissons-la penser son développement, aidons-la, mais ne lui imposons pas un développement. Durant 2 jours, les membres de Caritas Sénégal et ses partenaires vont discuter de la stratégie à adopter de remettre debout tout Sénégalais sans distinction de race, de religion ou d'option. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. En Guinée, écoles et universités ont rouvert après 3 semaines de grève des enseignants, une grève qui a entraîné des manifestations qui ont causé la mort de 7 personnes. Les syndicats enseignants du public réclament une augmentation de salaire et les vacataires leur intégration dans la fonction publique. Ils n'ont pas encore signé d'accord formel avec le gouvernement à la suite de leurs discussions. La justice sud-africaine a statué ce matin sur son retrait de la CPI, la Cour pénale internationale, retrait qu'elle a jugé illégal et à l'encontre de la Constitution sud-africaine. Il y a plus d'1 an, Pretoria a annoncé son retrait de cette cour suite à la polémique causée par son refus d'arrêter sur son sol le président soudanais Omar el-Béchir. En République démocratique du Congo, le gouvernement est en train d'enquêter sur des présumés massacres perpétrés par l'armée. Cela fait suite à la diffusion d'une vidéo sur Internet montrant des hommes en uniforme massacrant des individus désarmés dans la province du Kasaï. Les États-Unis ont condamné ce qu'ils qualifient d'abus audio dans cette vidéo. Radio Sénégal, les sports. Et nous accueillons Bassirou Silla pour parler de sport. Bonsoir Bassirou Silla. Oui, bonsoir Gorbel. La Ligue Nord de Judo de Saint-Louis peine à boucler son budget de 60 millions pour l'organisation du tournoi international de judo. La Ligue Nord de Judo de Saint-Louis, effectivement, est toujours à la recherche de 60 millions pour l'organisation du tournoi international de judo. Plus de 200 combattants sont attendus à ce rendez-vous. Cette 19e édition est baptisée Feu Mbaye Boy. En attendant le recouvrement du budget de 60 millions, le comité d'organisation prépare activement le tournoi international de Saint-Louis prévu du 4 au 5 mars. Suivons les explications du président de la Ligue Nord de Judo, Ngor Faye, au micro de Thialaou Diouf. Il y a une avancée significative par rapport à l'organisation du tournoi. C'est peut-être par rapport au budget. Donc nous sommes à 20%, peut-être un peu de soucis. Sinon, on espère avec la fin de la semaine boucler le budget à 100%. Bon, nous attendons les partenaires comme l'UEMOA, la Conféges, quand même les sponsors et le ministère des Sports et la mairie de Saint-Louis. Nous attendons environ 200 combattants des pays du Mali, de la Mauritanie, de la France, de la Suisse, de la Guinée, Gambie, les pays de la sous-région en tout cas, en quelque sorte. Un bon état d'esprit dans la mesure où les judokas s'entraînent régulièrement. Rien que le 21 du mois passé, nous avons été à Fatick lors des championnats du Sénégal senior et on a eu quand même une bonne moisson de médailles et dont la première combattante Ngala Diop
et meilleur champion du Sénégal. Le stage est maintenu, c'est quand même pour un renforcement des capacités pour les combattants qui préparent les championnats d'Afrique à partir du 18 du mois de mars, Inch'Allah. La marraine d'abord, Adja Inde Dieye Fall. C'est une brave dame de Gendar. C'est la mère à Sidi Dieye. Il y a aussi la première dame, et Mansour Faye, ministre et maire de Saint-Louis. Il y a au sport le ministre des Sports, Matarba, qui sont parrains du tour de la Ligue du tournoi du judo. Voici aussi là les échos des tanières des Lionceaux et des Lions du Beach Soccer. D'abord, les Lionceaux, vice-champions d'Afrique, ont livré une séance de décrassage aussitôt après leur arrivée hier à Ndola, en Zambie, où se déroule du 26 février au 12 mars la CAN des moins de 20 ans. Les protégés de Joseph Koto sont dans la poule B en compagnie du Cameroun, du Soudan et de l'Afrique du Sud. Les U20 du Sénégal entrent en lice lundi face au Soudan avant d'affronter jeudi 2 mars, l'Afrique du Sud et le Cameroun dimanche 5 mars. Les Lions du Beach Soccer se préparent, eux, pour la Coupe du Monde 2017 aux Bahamas, et ce depuis un mois et demi. Les protégés de Ngalasila vont boucler vendredi 23 février la première phase de préparation de l'équipe. Le Sénégal, champion en titre, joue la Coupe du Monde de Beach Soccer du 27 avril au 7 mai. Et puis football européen, on termine aujourd'hui les derniers huitièmes de finale de la Champions League et de l'Europa League. Avec les huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions à 19h45, le FC Porto reçoit en Portugal la Juventus de Turin, et le FC Séville en Espagne accueille Leicester, le champion en titre de la Premier League, et en Europa League, 16e de finale. Fenerbahçe de Moussa Sow vient d'être éliminé par les Russes de Krasnodar. Les deux équipes ont fait match nul, 1 but partout à l'aller. Les Russes l'avaient emporté par 1-0. Saint-Etienne également en RCV, éliminé par Manchester United, qui vient donc de disposer de l'équipe de Saint-Etienne par 1-0 à l'aller. Les Mancuniers, n'est-ce pas, l'avaient emporté 4-0. Schalke 04, un club allemand, s'est qualifié devant les Grecs de PAOK Salonique. Les Allemands ont fait ce soir match nul, 1 but partout devant les Grecs, et à l'aller, Schalke avait gagné devant PAOK Salonique 3-0. Et demain, pour le reste du programme, Anderlecht de Serimodou Karamboch jouera contre le Zenit Saint-Pétersbourg. AS Rome, Villarreal, le FC Copenhague fera face à Ludogorets de Bulgarie. Tottenham reçoit Genk de Belgique. Fiorentina jouera contre le Mönchengladbach en Allemagne, et Lyon fera face à AS Alkmaar des Pays-Bas. Et puis Gorbel, les supporters du Paris Saint-Germain sont interdits de stade dimanche à l'occasion du Classico Marseille-Paris Saint-Germain. Ils n'assisteront pas à la rencontre au stade Vélodrome de Marseille. Ainsi en ont décidé les autorités françaises, au motif de risques de troubles à l'ordre public dans un contexte où les forces de sécurité françaises sont sollicitées dans cette période d'état d'urgence. Voilà, merci Bassirou Silla, c'était la page des sports. Le dossier éducation de la rédaction. Le dossier éducation porte sur les progrès du programme de résorption des abris provisoires dans la région de Kolda, où le ministre de l'Éducation nationale, Serigne Mbaye Thiam, vient de séjourner. Les précisions de Ismaïla Mansali. L'État du Sénégal est déterminé à éradiquer les abris provisoires dans le secteur de l'éducation. Au total, plus de 7 milliards ont été investis dans la région de Kolda de 2012 à 2016, ceci pour construire des infrastructures scolaires destinées à améliorer l'environnement des enseignements-apprentissages. Certaines de ces réalisations viennent d'être inaugurées par le ministre de l'Éducation, Serigne Mbaye Thiam. En décidant de construire ce CEM, le président de la République fait un pari sur l'éducation des enfants, qui est la seule façon de combattre à long terme et de façon durable la pauvreté, la précarité, qui est la seule façon d'assurer un développement durable de notre pays. Je voudrais donc vous demander de redoubler d'efforts
dans la qualité des enseignements-apprentissages. Dans ce combat pour l'éradication des abris provisoires, l'État a bénéficié de l'appui des partenaires comme le peuple américain à travers l'USAID qui a offert des constructions scolaires à la région dans le cadre du programme Matching. Serigne Mbaye Thiam. Dans le cadre d'un programme que nous appelons Matching, qui est un programme par lequel le gouvernement du Sénégal construit et le gouvernement américain par le biais de l'USAID rembourse. Pour cette phase qui concernait la construction de 18 collèges pour un montant de 1,530 milliard de francs CFA, nous avons 4 collèges dans la région de Kolda. Les collèges de Souboulde, de Diassina, de Saré Koutaël et de Bantakountou Maoudé. Je voudrais donc, au nom du chef de l'État, du gouvernement et du peuple sénégalais, remercier le peuple américain à travers l'USAID qui, dans le cadre de la politique d'extension de la carte scolaire et de résolution des abris provisoires, peuple américain qui a permis la construction de ce collège. La coopération française appuie également ce programme de résorption des abris provisoires. L'ambassadeur de France au Sénégal vient d'effectuer une visite de terrain qui lui a permis de constater de visu les réalisations de l'Agence française de développement et du Fonds social de développement dans le secteur de l'éducation. Christophe Bigot. C'est le début de ce déplacement dans le Fouladou. J'en ai profité pour voir le travail qui est mené sur le terrain pour supprimer les abris provisoires. Pour avoir une bonne scolarité, il faut avoir d'abord des écoles en dur. Et donc c'est ce que fait l'Agence française de développement, c'est ce qu'a fait aussi le Fonds social de développement, PAISD, dans cette région. Le sous-secteur des Dara n'est pas en reste. Là, le projet d'appui à la modernisation des Dara va contribuer à la diversification de l'offre éducative à travers la construction d'écoles coraniques. Au total, 8 Dara de type public ou communautaire vont être réalisés dans la région de Kolda, selon Serigne Mbaye Thiam. Ce projet PAMOD comprend la construction de 64 Dara sur tout le territoire national, 32 Dara non publics et 32 Dara publics. Nous venons ici dans la région de Kolda, où il est prévu, dans le cadre de ce projet, de construire 8 Dara. 4 dans le département de Kolda, 3 dans le département de Vélingara, 1 dans le département de Médina Yoro Foulah. Les acteurs de l'éducation sont satisfaits certes de ces réalisations de l'État et de ses partenaires. Cependant, l'équipement des locaux construits reste une préoccupation pour la communauté scolaire, selon Moustapha Baldé, principal du collège d'Anambekouta. Les doléances, c'est juste l'équipement des salles de classe en table-banc, l'équipement de notre salle d'informatique en ordinateur, l'installation de l'électricité au collège en panneau à défaut du courant continu, la dotation d'une cantine scolaire pour la restauration de nos élèves. Ismaël Mansali, Kolda, Radio Sénégal. Radio Sénégal, la revue de presse. La revue de presse est signée Arona Diouf. Affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar, Khalifa Sall repasse devant les enquêteurs. Auditionné durant 11 heures, écrit le quotidien sur sa gestion de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Khalifa Sall va repasser à 11 heures et à sa sortie, il a clamé la transparence de sa gestion et regrette le tapage médiatique sans précédent visant à le dénigrer et à le décrédibiliser. Le maire de Dakar face aux enquêteurs à la DIC. Les détails d'une audition marathon dans le journal Vox Populi. C'est fait aussi selon l'observateur qui enfonce Khalifa Sall avec encore des révélations sur cette affaire de la caisse d'avance de la ville de Dakar qui a coûté au maire de Dakar une première audition hier. Surtout cette audition du président du GIE Tabar. GIE renseigne mes confrères de Futurs Médias qui aurait livré le mille et le riche d'une valeur de 30 millions par mois, ce qui a mis à nu la grande opération frauduleuse mise en place pour cacher un détournement présumé convoqué de nouveau aujourd'hui après 11 heures à la DIC hier. Vox Populi évoque ce matin cette confrontation de tous les dangers pour Khalifa Sall. En effet, informe mon confrère, le maire de Dakar va faire face à 3 de ses collaborateurs. Khalifa Sall devant les enquêteurs. La presse parle d'un dur apprentissage de l'opposition. En tout cas, dans ce chaudron, le biétiste de Vox Populi estime que Khalifa Sall va commencer à apprendre que devenir leader politique en vrai, insiste Al-Kham, ne va pas sans quelques aléas, des tracasseries de toute
sorte. Surtout que rappelle le commentateur de Walf Quotidien aujourd'hui, ce ne sont pas les exemples qui manquent. L'histoire politique du Sénégal, relève Ibrahima Anne, qui est riche d'exemples qui auraient dû chanter aux oreilles des présidents de la République avant d'apposer son impérium sur tout acte du genre. Le quotidien de Front de Terre, dans son analyse avec cette question, Macky Sall a-t-il appris des erreurs? Parce qu'explique mon confrère, pour avoir été victime entre 2008 et 2010 d'une chasse à court, chasse qui aura contribué à le porter au firmament, le chef de l'État, une formation qui, à la vérité, poursuit mon confrère avec ce brin d'ironie, ne peut même pas élire un chef de quartier. Alors c'est autrement, conseil Ibrahima Anne de Walf, que le président de la République devrait gérer le dossier judiciaire de ses adversaires potentiels ou déclarés. Et puis mort de Eliman Touré à la police du port, l'autopsie confirme la thèse de la pendaison selon la presse du jour. Et c'est un pan du voile, note Enquête Quotidien, qui s'est levé sur la mort du transitaire décédé dimanche dernier dans les locaux du commissariat du port où il était gardé en vue. Et dans ce duel d'arguments, la famille du défunt, selon l'Observateur Quotidien, qui avait soutenu mordicus la thèse d'une mort suspecte, réfutant celle du suicide articulé par la police, qui avait publié un communiqué dans ce sens. Alors le certificat de genre de mort, indique Vox Populi, qui est plus que déterminant dans cette affaire, a en effet conclu que le défunt est mort d'une asphyxie mécanique par pendaison ayant occasionné une luxation de rachis cervical. Un document qui, a priori, espère enfin mon confrère, devrait clore le débat sur la mort controversée d'Eliman Touré. Arona Diouf, merci. Cette revue de presse met fin à cette édition à 19h30. Merci à Tiabasek, technicienne aux manettes, à la réalisation Khali Amadou Narfal et Marianne Ndiaye, journal présenté par Gorbel Jacoba. Merci de l'avoir suivi, surtout nos auditeurs du côté de Toukar Gomon, un village du département de Kaolack. Merci de votre fidélité.